Bonjour à tous, bienvenue à Radio Couleur Chartreuse en reportage ici à Saint-Pierre-de-Chartreuse et précisément Saint-Hugues au musée Arcabas. Vous l'aurez peut-être deviné si vous regardez la vidéo. Pour les auditeurs, je vous renvoie sur la chaîne YouTube de Radio Couleur Chartreuse pour regarder tout cela. Et on a fait quelques interviews et nous sommes en compagnie de la fille d'Arcabas, Isabelle Pirot. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants. Alors tout d'abord, bonne année 2026, évidemment. Eh oui, bonne année, bonne santé et que le monde enténébré trouve la joie dans nos cœurs. Allez. Eh ben, on va essayer de participer à tout ça en mettant en avant tout ce qui va se passer sur le massif et sur le territoire chartreuse et alentour. Et là, c'en est un bel événement. Le centenaire d'Arcabas, on va fêter ça pendant 1 an, donc on va en parler dans quelques instants. Mais pour commencer, peut-être sous un angle un peu plus personnel, si vous le voulez bien, parce que c'était un artiste, oui, un homme, bien sûr, mais aussi votre papa pour vous. Donc racontez-nous un petit peu comment il était. Je crois qu'il aimait les gens aussi. Oui, c'était un homme très empathique, très tendre et en même temps réservé. C'était un père merveilleux. Il n'était pas dans le câlin perpétuel, mais il était très attentif. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et on était très liés entre mon père, ma mère, mon frère et moi. Très. Alors une famille soudée, c'est vrai qu'un artiste, des fois, c'est pas évident parce que il est pris dans son univers, dans ce qu'il faisait. Il peignait beaucoup, beaucoup d'heures par jour. Il peignait 10 heures par jour, mais j'ai beaucoup de mal à dissocier le père, l'artiste et l'homme. Et moi, je trouve qu'il y a une unité très importante entre ces trois personnages. Oui. C'est un 3 en 1, quoi. Vous l'avez plutôt bien vécu, finalement, votre enfance avec cet artiste. C'est une très belle enfance que nous avons vécue, mon frère et moi, au milieu des odeurs de térébenthine, puisqu'on traînait dans l'atelier où, quand on n'avait pas le droit, ça passait sous la porte avec les cantates de Bach, puisqu'il peignait aussi en musique. Non, on a eu une très belle enfance. On a de la chance. Alors, je le disais, une vie d'art, de rencontres, de partage, de voyage aussi, notamment au Canada. Ah, ça c'est autre chose. Il a été invité par le gouvernement canadien en 1969 pour une session de 3 ans, à charge pour lui de créer un département d'art plastique, une école d'art. Donc il l'a faite à l'université bilingue d'Ottawa. Et nous sommes partis tous les 4. Et pour mon frère et moi, ça a été une aventure délicieuse parce que c'était dans notre adolescence encore. Donc ça nous laisse de beaux souvenirs. Pour lui, ça a été un moment important parce qu'il était arrivé, je crois, à un moment donné où il était comme dans un accomplissement et en même temps il changeait de peau. Et il a senti la nécessité de chercher un nouveau nom. Et donc il s'est appelé Arcabas à partir des années 70. Alors justement, Jean-Marie Pirot devient Arcabas. Je crois que c'est avec les années 60. Il y a une histoire de... Comment ça a été trouvé, ce nom ? Alors, mon père peignait dans son atelier des Beaux-Arts au milieu de ses élèves. Un jour, il avait dessiné le tableau sur lequel chacun mettait « J'ai perdu mon chat »,« Abba Malraux »,« Demain, je cherche quelqu'un pour déménager ». Enfin, vous voyez ce genre de tableau qu'il peut y avoir dans un atelier ou dans une classe. Et il l'avait dessiné parce qu'il le trouvait amusant. Et quand il a cherché son nom, il est tombé là-dessus. Et il a fait la jonction entre Jeanne d'Arc, qui était quelque part dans une phrase, et Abba Malraux, et Arc, Abba. Après, il a cherché pour savoir le nom lui plaisait, la consonance, et pour savoir si ça avait un sens. Et puis, il a trouvé que ça n'en avait dans aucune langue. Il n'en a pas trouvé. Du coup, il a adopté ce nom. Eh bien voilà, d'où vient le nom Arcabas. On va révéler, c'est pas un secret. Il y a plein de choses qui vont se passer, bien sûr. Alors, il a commencé comme prof des Beaux-Arts, c'est ça, à Grenoble ? C'est ça, oui, il sortait des Beaux-Arts de Paris et il a été nommé chef d'atelier et professeur aux Beaux-Arts de Grenoble. Alors, on l'a dit, en 50, votre père, donc il a été après sollicité en France avec plein de commandes, des commandes des institutions, des particuliers. Enfin, il croulait sous les commandes, quoi. Il croulait sous les commandes parce que il postulait pour les commandes de 1% à l'époque,
hein. Et il a répondu à je ne sais pas combien de demandes, enfin il était choisi. Et donc c'était des institutions laïques, c'était des écoles, des collèges, des centres d'apprentissage, etc. Comment on explique l'engouement qu'il y a eu autour de lui Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien, je ne sais pas, il y a une dynamique là, voilà. C'est sa personnalité, qui a le charisme peut-être de l'artiste qui a fait son œuvre. Peut-être, j'étais petite fille à l'époque. Donc, alors on connaît votre père pour ses œuvres bibliques, mais c'était pas que ça. Il peignait autre chose aussi. Ah ben il a peint plus de ce que nous appelons profane que de ce que nous appelons sacré. Il a pourtant été, on lui a pourtant collé l'étiquette de peintre d'art sacré, ce qui était quand même assez lourd à porter pour lui. Hein. Il était, mais il n'entendait pas la notion de profane. Papa avait le sens du sacré et il considérait que la création, dans la création, tout était sacré. Et donc dire profane pour lui, c'était comme retirer au créateur un truc. Et vous voyez, c'était pas dans son optique. Mais il n'était pas un peintre religieux. Il n'était pas un peintre religieux, il était un peintre, d'accord, qui peignait des sujets bibliques, parce que la Bible regorge de sujets, et parce qu'il lisait la Bible énormément, et que c'était un homme de foi. Ça c'est vrai, c'était un homme de foi. Mais il disait tout le temps, quand on lui disait « vous êtes un peintre d'art sacré », il répondait « je suis un peintre ». Avant tout. Je suis un peintre, je ne suis pas un peintre d'art sacré, je suis un peintre. Et il aimait beaucoup aussi la couleur. Ah ben, écoutez, oui, on lui reconnaît une liberté chromatique étonnante. Et c'est vrai qu'il avait des audaces. D'un coup, un violet à côté d'un vert, à côté d'un rouge profond. On se dit, bah non, ça va peut-être pas coller. Bah si, ça collait. Ça collait. Et comme il le disait lui-même, vous mettez une touche de couleur, ça va pas. Vous en mettez une autre, ça va pas. Vous en mettez une troisième, ça va pas. Vous en mettez encore une autre. Ah, ça va. D'un coup, ça va. Alors, on dit souvent de Mozart qui cherchait les notes qui s'aiment, et ben lui, il cherchait les couleurs qui s'aiment. Et justement, est-ce qu'il vous a initié, vous, la famille, voilà, à l'art de la peinture ou pas du tout? Non, alors c'était pas le genre à initier ses enfants. Il était un homme qui laissait toute liberté, ça c'est vrai. Alors moi, je m'y suis mise, mais je m'y suis mise par plaisir. J'adore ça. Donc j'étais assez douée puisqu'il regrettait toujours que je n'en ai pas fait mon métier. Il le disait, il passait à côté de moi quand je peignais quelque chose et il faisait « quel dommage quand même ». Oui, vous reconnaissez un certain talent quand même. Oui, mais moi ça m'était complètement égal parce que c'était impensable pour moi d'être peintre. Et puis j'étais très très prise par mon désir d'être comédienne, écrivaine, ce que je suis devenue. Donc en fait il n'y a aucune frustration de ce côté-là. C'était plus un loisir. Bon, c'était complètement un loisir. Et mon frère est devenu sculpteur et lui, il a découvert ça dans l'atelier de son père au Canada. Et donc, il est devenu sculpteur. Donc, en fait, ma mère, au milieu de tout ça, tenait les rênes. Eh oui, c'est sûr. Alors justement, dans toute son œuvre, je sais pas, vous avez peut-être une sensibilité sur des thématiques précises, je sais pas, l'abstrait, parce qu'il a peint plein de choses, hein. L'abstrait, les anges, le paysage, les animaux. Vous avez une préférence, vous, là-dedans, qui vous fait ressortir des émotions particulières? Non, je peux pas dire ça. J'aime sa peinture. Alors, je peux vous dire qu'il y a des toiles que j'aime moins. Là, je pourrais vous dire, mais ça n'est pas relatif à des thématiques. C'est parce que la toile me touche moins. Mais sinon, j'aime tout et je reconnais, comment dire, j'y suis très sensible. J'ai l'impression de la manger, sa peinture, quand je suis devant. Il y a quelque chose de sensuel, quand il peint des cloches, par exemple, on les entend. Alors, c'est une espèce de l'œil écoute, quoi. Et il avait ce talent de faire passer les sons et les odeurs à travers sa peinture. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, les anges bien sûr, les animaux bien sûr, tout ça on est gâtés. Alors on continue bien sûr de parler d'Arcabas. Il y a aussi l'association créée en 1975. Parlez-nous un petit peu de cette association et puis de ses différents objectifs peut-être. Alors en fait, l'association qui s'appelle aujourd'hui l'Association des Amis de l'œuvre d'Arcabas et que je préside est une association qui regroupe à peu près 150 personnes qui sont tous très attachés à l'œuvre et il s'agit pour nous de promouvoir l'œuvre, de la protéger, de la préserver, de la faire voir,
Alors justement, pour la faire voir, est-ce que vous intervenez avec votre association, puisque vous en êtes la présidente, si je ne me trompe pas, dans des écoles par exemple, comment ça se passe? Alors, pas précisément dans des écoles, quoi qu'il y ait des ateliers, qu'il y ait des interventions quand même, mais nous faisons plutôt des expositions. Depuis la disparition de papa, on en a fait pas mal. On en a fait 7 ou 8, ce qui est énorme, parce que c'est un gros travail. Alors, on en a fait à Paris, on en a fait à La Salette, on en a fait à Firminy sur le site Le Corbusier, on en a fait en Suisse, on en a fait un peu partout. Et on continue toujours dans l'optique de faire voir, de faire découvrir cette peinture. Alors, on est dans ce merveilleux environnement, le musée Arcabas, on va en toucher un petit peu, un mot quand même. Voilà, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce musée, et puis ça continue de vivre, il y a toujours des visiteurs et, voilà, qui tombent toujours sous le charme. En effet, oui, c'est-à-dire que quand il avait 25 ans et qu'il sortait de la guerre, mon père avait été très frappé par Ronchamp, par le plateau d'Assy, par ces modernes qui s'exprimaient dans des lieux où tout à coup on leur faisait place. Et lui, il avait décidé de faire son Michel-Ange. Il avait trouvé que le plateau d'Assy c'était extraordinaire, mais que il y avait trop de peintres différents et que donc ils se gênaient les uns les autres un peu. Et lui, il voulait une unité. Donc il a cherché des églises, mais il était gros comme un harançor, aller ou sortir. Il faisait très adolescent, et en fait on lui faisait pas particulièrement confiance, même s'il offrait son travail. Et puis un jour, par l'intermédiaire de ma mère et de Madame Germaine Durieux, qui était une amie de ma mère et qui était institutrice ici, ils sont montés en pleine neige pendant un hiver, et il a découvert cette église qui était en train d'être restaurée au niveau de la toiture. Et il a rencontré le curé qui est devenu le parrain de mon frère, l'ami absolu. Il y a eu une connexion tout de suite, quoi. Énorme entre le père Truffaut et mon père, ça a été quelque chose de... Il a su écouter, il n'avait pas du tout de prétention au niveau de l'art, mais il connaissait les hommes. Et quand il a vu cette flamme chez ce jeune homme, il lui a fait confiance. Et le maire, le père Villard, qui était un homme qu'on appelait le préfet de Chartreuse, qui était un homme exceptionnel, a fait confiance au père Truffaut. Donc l'un dans l'autre, il a eu la possibilité d'investir une église tout seul, et c'est ce qu'il a fait. Donc il y a eu 3 tranches. Il a eu d'abord 53, après il y a eu 86. 86, il a posé la prédelle, mais en 72, il est revenu du Canada et il a posé tout le couronnement que vous voyez, plutôt abstrait, puisqu'à ce moment-là, il était dans la découverte, dans l'assise de l'abstraction dans son œuvre. Enfin, il avait beaucoup cherché de ce côté-là, et il avait adopté l'or comme une couleur supplémentaire et non pas comme dans les icônes avec une idée précise. C'était une couleur, et il l'a utilisé comme ça. Et pendant 30 ans, il a habillé cette église. Oui, finalement, il y est revenu autant que possible. Il l'a donné en 84 avec l'idée qu'il pourrait, enfin c'était écrit, qu'il pourrait, s'il voulait, y revenir. Et un jour, il a dit c'est fini. Alors il y a eu évidemment, il y a eu plusieurs ajouts. Le dernier, je pense que c'est justement cet hommage au père Truffaut avec ce Christ sculpté. Et il y a eu aussi le couronnement de la Vierge. Il y a eu différents éléments derniers, si vous voulez, qui se sont ajoutés. Et un jour, on lui a dit mais est-ce que vous allez encore mettre quelque chose? Il a dit c'est fini, plus rien. Ah oui, l'œuvre est terminée. Alors ceux qui regardent peut-être sur la vidéo, sur la chaîne YouTube de la radio, vous allez pouvoir découvrir un petit peu, et je remercie Élise qui est derrière les manettes du coup de cette interview. Autre partie, je voulais qu'on parle aussi du centenaire, évidemment, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui. Voilà, en ce mois de janvier 2026, centenaire d'Arcabas, il aura eu 100 ans et beaucoup d'événements prévus, et pas que en France. Non, de la Belgique jusqu'à l'Italie, en passant par la France, il y a beaucoup de lieux qui abritent des œuvres d'Arcabas et qui se joignent à nous pour fêter ce centenaire par conférences, concerts, le visionnage d'un film sur mon père, des œuvres originales qui y sont exposées. Alors il y aura de grandes expositions également au musée Hébert. On va avoir une grande exposition rétrospective, un petit peu de 80 œuvres quand même sur 6 mois.
Il va y avoir une belle exposition sur les œuvres monumentales d'art sacré à la Correrie et dans la belle grange de 100 mètres. À Saint-Pierre-de-Chartreuse, la Correrie, bien sûr. Et plus un polyptyque qui sera installé dans le musée de la Correrie. Il va y avoir aussi une exposition à Saint-Hugues comme chaque année. Et puis il y aura différentes expositions sur toute la France. Il va y avoir en Moselle, qui est le lieu où il est né. Il va y avoir donc là-bas plusieurs lieux qui vont s'adjoindre à nous. Et puis aussi à Saint-Malo, et où il a fait des mobiliers liturgiques avec mon frère Étienne, sculpteur. Il y en aura aussi beaucoup en Rhône-Alpes, en Savoie, dans tous les petits lieux, les grands lieux. Chaque chose à son échelle, mais de même importance. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui vont être organisées. Alors, j'imagine que vous préparez ça depuis un petit moment avec votre équipe, peut-être avec l'association, mais pas que. Il y a plusieurs personnes qui gravitent autour. Voilà. Alors, il y a François Gauthier qui est mon collaborateur, vraiment qui collabore avec moi depuis le début et même auparavant, puisque il connaissait mes parents et qu'il a travaillé, étant éditeur d'art, à éditer plusieurs beaux livres. Et tous les deux, nous travaillons. Disons que nous sommes la cheville ouvrière, mais qu'autour de nous gravitent Christine Julien, Christophe Berthier, Maurice Gonard, aussi Marilyn Costafrola, c'est-à-dire notre comité du centenaire, et qui fait partie aussi de l'association. Et puis ensuite, plein de gens dans l'association qui nous aident d'une façon ou d'une autre, de Saint-Brieuc jusqu'à Bergame par exemple, où on a vraiment des amis très sûrs qui sont très 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 attachés à leur œuvre, parce que papa a fait beaucoup en Italie et ils aiment beaucoup l'œuvre d'Arcabas là-bas. Et puis nous on a beaucoup de chance aussi parce que sur le territoire il y a plein de choses, il y a beaucoup de vitraux notamment, je pense à Corbel, à Saint-Christophe. À l'Alpe d'Huez aussi, à Corbel, Saint-Christophe, la basilique à Grenoble, enfin des choses importantes. À Monaco aussi, ça c'est plus dans la région, mais c'est aussi un très belle réalisation qui est venue après sa mort, mais sur ses cartons bien sûr, par Christophe Berthier qui est quand même un ami mais surtout devenu ami par leur travail commun extrêmement étroit. Jusqu'à cette petite plaque dont on parlait, qu'il a posée gentiment ces quelques derniers jours et qui indique tout de même la date de naissance, de mort de mon père, de ma mère qui repose ici, pour qu'on sache qu'ils sont ici, parce que les gens les cherchent parfois dans les cimetières. Et oui, et non, et c'est bien ici à l'église de Saint-Hugues. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir si vous ne connaissez pas, n'avez jamais découvert. Voilà, il faut venir pour pouvoir ressentir, prendre le temps de découvrir l'œuvre d'Arcabas. Un site internet, on va le rappeler, parce que le centenaire, il y a beaucoup d'événements, on l'a dit. Il y a un site internet qui est vraiment là pour tout relater, et c'est vers ça qu'on va rediriger les gens. Bien sûr, il faut rester à l'écoute de votre radio locale associative, puisqu'on en fera écho, bien sûr, sur Radio Couleur Chartreuse. Mais le site internet, si vous pouvez nous le donner. Oui, absolument. C'est un site dédié au centenaire. C'est centenairearcabas, tout attaché.fr. Tout simplement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques instants. Merci, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Eh bien, Isabelle Pierrot, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Les Amis de l'œuvre d'Arcabas et surtout sa fille, bien évidemment. Merci beaucoup et puis bon anniversaire, voilà, merci. Pour tout 2026. Merci, à bientôt. À bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez bien sûr tout ça sur notre chaîne YouTube Radio Couleur Chartreuse et aussi sur le site internet, puisqu'il y a de l'audio, il y a de la vidéo, il y a un peu de tout. Donc on se retrouve très vite sur votre radio locale associative.